phase de développement par Bruxelles Environnement, Rénolution. Il est lauréat 2022 Renola Baidi. Il est également soutenu par le programme européen Interreg dans le cadre du projet Upcycling Trust et aussi de la commune de Molenbeek et Urban dans le cadre du contrat de quartier Étang Noir. Voilà, donc merci aussi à eux de permettre le développement de ce nouvel outil. Je vais vous présenter le contenu de la présentation. Donc, nous verrons d'abord brièvement le contexte. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce PAC CLT Réno Solidaire? Qu'est-ce que c'est ce PAC? Et comme je vous l'ai dit, c'est un projet en phase de développement. Donc, comment le mettre en œuvre pour qu'il devienne opérationnel? Commençons donc avec le contexte. Donc, pourquoi ce PAC CLT Réno Solidaire? Donc, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de ces nouvelles réglementations que l'on voit émerger dans tous les pays européens depuis qu'en 2020, donc les pays membres se sont mis d'accord, ont adopté le pacte vert européen qui vise à réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre. Le bâti et le transport sont des axes prioritaires de ce pacte. Et donc, chaque pays membre de l'Union européenne doit mettre en place dans sa législation les réglementations européennes. Et donc, en région bruxelloise, nous avons vu émerger depuis 2021 la stratégie Rénolution, dont le cadre réglementaire a été adopté en 2024. Et donc, cette stratégie prévoit la rénovation énergétique obligatoire de tous les logements en région bruxelloise. Et donc, si cette stratégie présente de nombreux avantages, nous avons aussi conscience, en tant que aussi acteurs de terrain, le milieu associatif, mais aussi Bruxelles Environnement, qu'il y a des freins et de risques à la mise en place de cette stratégie. Pour vous présenter brièvement les mesures obligatoires de la stratégie Rénolution qui sera appliquée entre 2026 et 2050. Donc, en 2026, tous les logements devront être dotés d'un certificat de performance énergétique obligatoire qui vont de G à C. Et ensuite, il y a un phasage dans le temps. Donc, en 2033, tous les bâtiments qui auront reçu un PEB F et G devront avoir fait les rénovations requises pour passer dans le score supérieur ou directement atteindre le score visé par la région de consommation énergétique, donc le score PEBC. Donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'à Bruxelles, c'est plus ou moins 563 000 logements, qu'il n'y a environ que 0,3% qui sont à la hauteur des exigences de la législation énergétique pour 2050 et qu'on a estimé que entre la première phase, 2026-2033, c'est environ 250 000 logements qui seront concernés par cette phase de rénovation. Et donc aussi, il y a une superposition, c'est qu'une grande partie de ces logements qui sont énergivores, qu'on appelle aussi passoires énergétiques, sont souvent en mauvais état et appartiennent aussi, dans la plupart des cas, à des propriétaires occupants à revenus modestes. Il y a une étude qui a été publiée par l'économiste et géographe Hugo Périlleux et qui a été publiée dans Médor, Bruxelles Rentière, qui montre un peu la proportion locataire-propriétaire et qui montre donc la proportion des propriétaires occupants et propriétaires bailleurs à Bruxelles, donc ce qui n'est pas négligeable. Je voudrais quand même donner quelques chiffres pour montrer le contexte donc quand même bruxellois. C'est que 70% des bâtiments datent d'avant 1945, donc beaucoup nécessitent quand même des rénovations, d'amélioration, mais aussi de sécurité, de salubrité et souvent aussi de mise en conformité, donc en plus des rénovations énergétiques. Qu'on considère que c'est un petit 30% des Bruxellois qui sont aujourd'hui en situation de précarité énergétique, donc ces rénovations énergétiques pourraient leur apporter un mieux dans leur vie de tous les jours, mais que c'est 36 à 39% des propriétaires qui sont aujourd'hui incapables de financer les rénovations énergétiques. 42 à 47% de ces propriétaires sont incapables de financer ces travaux si on ajoute les travaux préalables de sécurité, de salubrité ou de mise en conformité, et que c'est 40% des propriétaires bailleurs qui pourraient faire la rénovation de leur logement, mais qui ne pourraient pas faire la rénovation du logement qu'ils louent.
Donc, comme vous l'avez compris, le frein majeur à cette stratégie, à la réussite de cette stratégie et cette transition énergétique, c'est bien le financement des travaux. Et donc, c'est une conjonction de facteurs. Nous avons d'un côté donc un manque de capacité financière des ménages. De l'autre, on a un coût élevé des travaux pour atteindre cet objectif PEBC. Et on a donc ces exigences PEB qui sont élevées, donc qui nécessitent aussi l'implémentation de nouvelles technologies pour atteindre ce niveau de performance. Et on a aujourd'hui un mécanisme de financement public, donc d'aide, qui est bienvenu, mais qui est souvent, on s'en est rendu compte sur le terrain, inadapté aux propriétaires à revenus modestes. Euh, Ça, c'est le schéma. Donc, beaucoup le connaissent, hein. Donc, ce sont des fonds publics qui sont octroyés via les primes Rénolution avec un maximum de 50 000 euros et qui souvent nécessitent un apport de fonds privés. Donc, c'est un financement mixte pour préfinancer les primes parce que les primes sont données, octroyées à la fin des travaux, ou alors pour compléter les primes parce que le montant n'est pas suffisant. Et donc, soit les propriétaires ont une épargne suffisante pour cet apport, soit ils doivent contracter un crédit, auquel cas c'est un crédit bancaire ou un crédit social, donc via un autre mécanisme de la région, le crédit Ecoréno. Donc, les problématiques sont que ce financement, comme je vous l'ai dit, il est octroyé après les travaux, donc il faut un préfinancement requis, qu'il y a une incertitude d'octroi, et que du coup, pour beaucoup de ménages à revenus modestes, c'est tout à fait inaccessible. Et qu'il y a une complexité administrative aussi pour un certain nombre de ces ménages qui, en fait, rend l'outil et rend cette aide inaccessible. Pour le crédit éco-réno, le crédit social, donc en fait, il y a tous les petits propriétaires bailleurs sont exclus et les personnes âgées sont exclues, ce qui représente aussi une partie du public de ces propriétaires occupant un revenu modeste. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait toute une partie. Ah oui, et puis qu'aujourd'hui, on est dans une incertitude depuis août 2024, une incertitude donc des primes Rénolution sur la continuité. On en croise les doigts que ça puisse reprendre parce que c'est un réel soutien et un incitant pour la transition énergétique. Il y a d'autres freins qui ont été identifiés. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Les slides sont à disposition, donc je vous laisserai aussi rentrer dans les détails si le sujet vous intéresse et d'aller plus loin. Je voudrais juste souligner que concernant l'accompagnement des travaux, on s'est rendu compte par une enquête de terrain qu'il y avait aussi pour beaucoup de propriétaires une peur et une non-compréhension des travaux. Et donc, du coup, un accompagnement plus global sur l'ensemble du processus serait bienvenu et nécessaire et qu'aujourd'hui, les associations de terrain comme HomeGrade ou le réseau Habitat offrent un accompagnement qui souvent en fait est fondamental mais ne va pas au-delà du conseil, ne va pas jusqu'au chantier, suivi de chantier. Et donc, voilà, on s'est dit que c'était un point aussi important à mettre en évidence. Nous avons identifié un certain nombre de risques qui est la raison de pourquoi nous allons mettre en place cet outil. Nous voulons le mettre en place. C'est que avant les travaux, nous avons évidemment identifié des risques de diminution de la valeur du bien. Donc, si le logement donc reçoit un score PEB F ou G, et devient une passoire énergétique, évidemment, il va être dévalué sur le marché. Si le propriétaire ne parvient pas à rénover dans les délais, il y a des mécanismes de dérogation, mais il peut aussi recevoir une amende administrative. Il pourrait se retrouver dans une situation de vente contrainte du logement et que du coup, les logements pourraient être tout à fait, on peut imaginer ce scénario, remis en vente sur le marché pour des sociétés privées immobilières. Et donc, on se retrouve devant un mécanisme d'éviction, aussi bien des locataires que des propriétaires occupants vulnérables, et à une forme d'exclusion sociale de la transition énergétique. Pendant les travaux, la crainte, le risque serait que les travaux soient mal conçus ou mal faits parce que la rénovation énergétique est un secteur complexe, en constante évolution, et que souvent les entrepreneurs n'ont pas le temps de suivre et de se former à cette nouvelle complexité. Il pourrait aussi y avoir un manque de disponibilité des entrepreneurs, des ressources et de l'accompagnement, puisqu'en fait, ça va être un phénomène massif. Donc, je vous ai dit, 250 000 logements d'un coup devront être rénovés en l'espace de quelques années. Donc, ça va être un processus assez important en un temps très court. Et donc, on pourrait aussi se retrouver avec une hausse des prix des travaux et aussi peut-être un impact environnemental non maîtrisé. Voilà. Il y a aussi des risques après travaux qu'on a identifiés. Donc, c'est la spéculation sur la rénovation, inclus
les primes, et du coup une hausse générale immédiate et simultanée du prix des logements à Bruxelles. Et donc ça générerait, ça accroîtrait la crise du logement abordable aujourd'hui, ça pourrait générer de l'exclusion sociale et augmenter la précarité générale. Et donc aujourd'hui, évidemment, enfin, des acteurs de terrain à Rénolution, l'Alliance Rénolution aussi, on a bien conscience de tous ces risques et de tous ces freins. Et donc, c'est rechercher aujourd'hui des alternatives innovantes pour financer la rénovation énergétique et lever les freins et les risques. Nous sommes vraiment dans cette phase préparatoire jusqu'à 2026 pour mettre en place des stratégies et des solutions innovantes. Et donc, le CLTB, dans ce cadre-là, donc, comme je vous l'ai dit, il est projet lauréat 2022 Renola Baidi. Et donc, ça propose une solution pour lever les freins et les risques, qui est de modéliser un outil social de financement de la rénovation énergétique pour les propriétaires à revenus modestes, donc ceux dont on a identifié un ensemble de risques, et que ce mécanisme de financement serait basé sur le mécanisme propre des Community Land Trust. Et donc, c'est non seulement modéliser, donc c'est un projet pilote de recherche-action, il s'agit à la fois de modéliser, mais aussi d'expérimenter cet outil pour le tester et vérifier qu'il est parfaitement opérationnel dans les différents cas de figure. Mais donc, je vous ai dit, il est basé sur le mécanisme des CLT, donc des Community Land Trust, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un CLT. Je vais juste vous l'expliquer brièvement. Donc, les Community Land Trust sont des organisations sans but lucratif apparues dans les années 80 aux USA et qui développent un autre modèle de propriété que la propriété que nous connaissons, qui est largement répandue, qui est un modèle de propriété plus équitable, social et participatif. Les valeurs donc les CLT ont des valeurs fortes sociales, qui est d'être propriétaire de son logement et gage de sécurité, d'autonomie et d'ancrage. Un logement est un bien essentiel. Un logement abordable et de qualité est un droit fondamental. Et aussi, une autre donnée importante, valeur des CLT, c'est que la terre est une propriété commune et non marchande. Ça, c'est vraiment le cœur d'un Community Land Trust. Et donc, les objectifs, c'est rendre accessible ou préserver l'accessibilité au logement aux personnes à revenus modestes. C'est aussi un autre pôle, c'est vraiment favoriser le vivre ensemble en créant donc ce partage de la terre comme propriété commune, c'est favoriser le vivre ensemble par ce partage de la terre. Et donc, c'est aussi créer de la solidarité génération après génération. Et donc, du coup, comment ça fonctionne, ce modèle de propriété? Juridiquement, le terme, c'est propriété démembrée. Donc, le bâti et le sol sont séparés. Et le sol est acquis par le CLT et le bâti est acquis par les ménages. Du coup, la gestion de la terre entre dans la communauté, sachant que la gouvernance est démocratique, puisque la terre est gérée en commun par un tiers des habitants, un tiers de la société civile et un tiers des pouvoirs publics. Et l'idée, c'est que le logement ainsi démembré, seul le bâti est revendu, donc le sol, il est gelé, il est toujours dans le CLT, et donc il ne participe pas à l'inflation du logement. Et donc, du coup, le logement est toujours revendu avec une plus-value qui est maîtrisée, on va dire, de sorte que le logement reste abordable dans le temps. Et ça, c'est le mécanisme qui garantit les logements abordables pour toujours. Nous sommes le CLTB, donc le Community Land Trust de Bruxelles. Nous sommes le premier CLT européen. Nous avons été créés en 2012. Et donc, nous sommes aujourd'hui reconnus par la région bruxelloise comme un acteur de production de logements social acquisitif. Et donc, nous avons été récompensés par le prix mondial de l'habitat en 2021 pour le modèle que nous développons ici en région bruxelloise. Notre travail, c'est donc la création de logements abordables, c'est le travail communautaire et c'est la diffusion du modèle CLT pour qu'il soit davantage connu et reconnu. Et donc, du coup, nous développons aussi des projets pilotes régulièrement. On essaie de s'adapter au contexte et de décliner le CLT à chaque fois en correspondance des problématiques ou des contextes que nous rencontrons. Et donc, du coup, nous avons développé le PAC CLT Réno Solidaire. Et donc, qu'est-ce que c'est? Juste pour vous dire, mais je ne vais peut-être pas rentrer parce que je pense que le temps file, nous avons commencé le projet en 2023. Jusqu'à 2024, nous avons poursuivi une première piste de recherche qui était que, en fait, on proposait, comme je vous l'ai dit, c'est une propriété démembrée, on proposait d'acheter
le foncier, donc la terre, aux propriétaires directement et que cet argent allait servir le financement de la rénovation énergétique. En fait, cette première solution, on a rencontré des freins psychologiques et administratifs avec cette solution et donc on a développé une deuxième solution. Je vais passer le mécanisme de la première solution. Je vais juste vous dire les freins qu'on a rencontrés. Les freins psychologiques de cession du foncier. Donc, pour beaucoup de propriétaires, le fait de céder son foncier, ça créait un sentiment de dépossession, aussi bien pour eux-mêmes que pour les héritiers, parce que ce modèle de propriété démembrée n'est pas assez connu et reconnu, et donc on a l'impression que si on cède la terre, on perd tout, alors que pas du tout. C'est un autre, il faut se familiariser avec cette idée, mais c'est difficile encore. Nous avons aussi rencontré un problème avec les freins des prêts hypothécaires. Nous avions ce frein, donc les propriétaires qui avaient des prêts hypothécaires en cours, ben, du coup, ça constituait un obstacle, puisque démembrer la propriété et racheter le foncier pouvait être compliqué auprès des organismes prêteurs, que ce soit au niveau du crédit éco-réno ou d'une banque. Et donc, comme la majorité de notre public ont des prêts hypothécaires, et ben, voilà, ça bloquait dans le développement de l'outil. Et donc, voilà, c'était un obstacle majeur. Et un des autres obstacles, c'était comment la modalité d'octroi de l'argent, du financement aux propriétaires. Donc, pour garantir que l'argent qu'on allait leur donner en échange de la cession du foncier soit bien utilisé pour la rénovation énergétique et pas pour autre chose. Et donc là, le mécanisme était lourd et coûteux puisqu'on devait passer chez un notaire qui devait gérer le compte. Et voilà, donc c'était assez compliqué. Donc là, on s'était retrouvé un peu coincé. Et donc, du coup, depuis juin 2024, donc assez récemment, on a, grâce au soutien d'un bureau notarial qui déjà, nous a déjà aidé au CLTB pour la mise en place des actes notariés du CLT, on a réfléchi, on a mis en place un nouveau mécanisme beaucoup plus optimal pour lever les freins. Et c'est ça que je vais vous présenter maintenant. Donc, le PAC CLT Réno Solidaire, d'abord, grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est un outil social, juridique et financier tout en un, pour ça qu'on appelle ça un PAC, pour une rénovation énergétique juste, accompagnée et financée. Et cela à toutes les phases, avant travaux, pendant travaux et après travaux. Une rénovation juste, pourquoi? Parce que c'est une solution inclusive pour les propriétaires vulnérables, pour qu'ils ne soient pas exclus de la transition énergétique, qu'ils puissent y participer. Et c'est une solution après les travaux non spéculative pour éviter la hausse du prix des logements et limiter la crise du logement. C'est une solution, un outil pour une rénovation accompagnée. Donc, on propose un accompagnement global des travaux pour que les propriétaires soient soulagés, plus motivés aussi à entreprendre ces travaux, pour faciliter les travaux et garantir la qualité et leur durabilité. Et c'est une rénovation qui est financée, donc pour permettre à ces propriétaires donc, de conserver leur logement, qu'ils aient accès à un logement du coup après qui soit plus économe et qu'ils évitent amendes et toute forme d'endettement, puisqu'il n'y a pas d'endettement dans le financement que nous proposons. L'idée, notre objectif, c'est de faire partie des mesures sociales du dispositif de soutien Rénolution. C'est vraiment de renforcer et de compléter le financement existant à la rénovation énergétique en étant en fait le financement social des rénovations énergétiques. Et donc, ce serait un système de financement sans crédit qui serait donné pendant les travaux et qui serait couplé à un accompagnement avec un mécanisme non spéculatif. Et donc, pour ça social, parce qu'il y a un ensemble de valeurs qui sont aussi ajoutées au mécanisme de financement. Et aussi, un autre de nos objectifs, c'est évidemment plus de logements abordables sur le modèle CLT. Donc, c'est à terme arriver à créer plus de logements sociaux acquisitifs par la rénovation et la socialisation du bâti existant. Et donc, quelques chiffres. Donc, il y a aujourd'hui 56 000 ménages en attente d'un logement social à Bruxelles. On a un petit 40 000 euros de logements sociaux locatifs. Et aujourd'hui, le CLT a 115 logements sociaux acquisitifs et une centaine en préparation. Le public cible, je vous en ai déjà parlé, de cet outil de financement, ce sont les propriétaires occupants, donc qui habitent dans leur logement. Ça peut être une maison unifamiliale, un appartement, un habitat groupé. Et ce sont aussi les propriétaires occupants bailleurs à domicile. Donc, c'est un propriétaire qui a une maison, qui occupe un étage de sa maison et qui louerait les autres étages, mais pas qui louerait en dehors de sa maison. C'est vraiment location à domicile.
Voilà, nous avons mis en place un certain nombre de critères pour être éligible à ce PAC. Je ne vais pas vous les lire. Pareil, ils sont dans les slides. Si vous voulez, vous y aurez accès ultérieurement. Le... Virginie, nous sommes à la moitié Merci. du temps. Ouais. Du coup, les applications donc, de cet outil, bah, c'est aussi bien pour les rénovations individuelles. Donc, vous voulez rénover votre maison, bah, voilà, ce pack pourrait vous être attribué, mais aussi pour les rénovations groupées. Donc, ça peut être un propriétaire occupant qui vit dans une copropriété et lui n'arrive pas à suivre les rénovations parce qu'elles sont trop coûteuses. Ben, pour éviter qu'il soit obligé de vendre son logement parce qu'il n'arrive pas à suivre, eh bien, il pourrait bénéficier de ce pack et permettre à l'ensemble de la copropriété, du coup, d'amorcer le processus de rénovation. Donc, il pourrait vraiment débloquer des situations dans le cadre de rénovation groupée. Le type de rénovation qui est visé, je vous en ai déjà parlé. Donc, nous, en fait, on vise en fait une rénovation profonde et globale. C'est vraiment, on s'adresse à tous les logements qui auront un PEB F et G, donc les plus énergivores, pour les emmener en fait directement à PEBC en un seul chantier. Donc, c'est atteindre directement les objectifs régionaux en un seul chantier, donc sans phasage. Comment ça fonctionne? Eh bien voilà, donc là maintenant je vais vous expliquer le mécanisme. Donc nous avons des propriétaires occupants qui ont passé l'inscription et qui sont éligibles au PAC. Et donc du coup, on leur propose en fait de garder la pleine propriété de leur logement, donc ça ne change pas, mais d'intégrer le système solidaire CLTB. Et donc, comment on intègre le système solidaire? Eh bien, on va signer un acte authentique d'engagement mutuel devant un notaire. Et donc, cet acte va être ensuite transcrit à l'administration générale de documentation du patrimoine pour qu'il soit toujours accessible dans le temps en cas de revente du logement. Et donc, cet acte authentique, ça comprend donc, le CLTB. Donc, le propriétaire, comme je vous l'ai dit, il reste plein propriétaire, mais il s'engage donc à rénover son bien selon l'étude et les délais qui ont été convenus, et donc à intégrer le système solidaire CLTB. Ça veut dire quoi? Ne pas modifier l'affectation logement de son bien, ne peut pas en faire du bureau ou autre chose. Louer son bien, donc s'il décide un jour de le louer, c'est selon des conditions sociales ou via une mise en gestion par une AIS. Et s'il décide un jour de le revendre, eh bien, ce sera au CLTB et selon la formule CLT qui inclut en fait l'acquisition du CLTB, du foncier par le CLTB. En fait, le foncier, il est acquis par la compensation du financement de la rénovation qui a été octroyée au début. Et en fait, afin de garantir ces engagements, le propriétaire va accorder au CLTB une option d'achat, un droit de préemption et un droit de préférence, sont les termes juridiques, mais c'est pour vraiment permettre en fait ce mécanisme d'être effectif dans le temps. Et donc, il s'agit également les héritiers, il est également prévu que les héritiers héritent de l'acte et qu'ils peuvent soit rester dans le système, soit revendre directement au CLTB. Et donc, le propriétaire, il devient aussi membre du CLTB et il intègre la dynamique communautaire. Le CLTB, lui, donc, il s'engage à quoi? À financer la rénovation. Comment est calculé le financement? On va faire une expertise immobilière pour avoir la valeur du foncier, du tréfonds, donc on sait combien vaut le foncier, et on va faire une étude technique pour évaluer le coût de la rénovation. Et donc le financement qui va être octroyé ne peut pas être inférieur à la valeur du foncier, et il doit être une valeur pondérée entre le coût de la rénovation et cette valeur. Et l'idée, c'est aussi de rechercher toutes des stratégies pour descendre le coût de la rénovation, de sorte à s'approcher le plus possible de la valeur foncière. Le CLTB s'engage également à pourvoir un accompagnement des travaux. C'est sous forme de partenariat. On est en train d'élaborer ça actuellement, donc de concrétiser cette forme de partenariat. L'idée, c'est que l'accompagnement soit fait avec les associations de terrain, comme le réseau Habitat, HomeGrade, dans le cadre de permis d'urbanisme, éventuellement aussi d'architectes. Nous réfléchissons également à la mise en place d'un partenariat rénovation avec des entrepreneurs aussi pour faciliter le processus de rénovation. Et donc, une convention d'accompagnement serait signée avec le propriétaire et les partenaires pour mettre en forme tout ça juridiquement. Nous avons ici, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, en fait, on a identifié toutes les phases de la rénovation. Donc, depuis la diffusion du projet jusqu'à la revente ultérieure du bien au CLTB. Et donc, nous avons des phases de projet
sans permis d'urbanisme et nous avons tout un ensemble de phases de projet avec permis d'urbanisme. Une fois que donc cet engagement est scellé, donc on s'engage, CLTB s'engage à l'accompagnement, le financement, le propriétaire s'engage à revendre au CLTB, donc à intégrer le système CLTB et à faire les rénovations, alors on procède à la rénovation énergétique profonde. Il est accompagné par le CLTB et les partenaires et le CLTB donc finance les travaux en payant directement les factures à l'entrepreneur en fonction de l'avancement des travaux. Ensuite, le bien est rénové, le propriétaire peut donc utiliser, enfin jouir de son bien qui est donc plus économe et plus confortable. Et si un jour, donc, étape suivante, si un jour il décide de le louer, comme je vous l'expliquais, alors s'appliqueront les critères sociaux. Et si un jour il décide de le revendre, alors s'appliqueront les critères de revente au CLTB. Et donc là, revendre selon une formule, c'est la formule des CLT classiques. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Un acte authentique de vente est conclu. Et donc, dans ce acte de vente, après cet acte de vente, le bien est démembré. Donc, on sépare le bâti du foncier. Le CLTB, lui, il va acquérir le foncier en compensation du financement réno qui a été octroyé. Si vous voulez, au lieu de le rembourser, eh bien, le propriétaire, au lieu de rembourser le financement, il cède le foncier d'une certaine façon au CLTB. Et le CLTB, du coup, peut permettre à un ménage qui est inscrit sur sa liste d'acquérir le bâti. Et donc, ainsi, on crée une boucle de solidarité dans le temps entre, au départ, des propriétaires occupants à revenus modestes qui ne pouvaient pas rénover et, à terme, des ménages qui ne peuvent plus se loger à Bruxelles, qui peuvent à nouveau se loger. Et donc, dans tout ce système, donc le bien est démembré uniquement à la revente du logement et donc la propriété CLT n'est effective qu'à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'est le mécanisme qu'on a mis en place. L'étude juridique est en cours pour un peu, donc là, c'est le schéma très simple, mais évidemment, vous imaginez bien qu'entre ce moment-là et ce moment, il y a beaucoup d'aléas dans la vie. Et donc, on est en train de voir les subtilités de ce schéma. C'est la formule de revente, je ne vous passe dessus. Il y a beaucoup d'avantages pour les propriétaires. Cet apport financier qui est direct, conséquent, sans endettement. Il n'y a pas d'amende, pas de vente forcée. Le maintien à vie du logement, un logement qui sera rénové globalement, du coup plus économe et confortable. Donc la réduction des factures d'énergie, la participation du coup active au changement climatique et la participation au sein du CLTB à la réduction de la spéculation immobilière et de l'exclusion. Et il bénéficie aussi d'un accompagnement technique et gratuit pour les travaux. Pour la région, c'est innovation et exemplarité en matière de transition énergétique. C'est la région répond à la fois aux enjeux environnementaux et aux enjeux sociaux simultanément. Elle répond aussi à des enjeux humains avec le maintien des personnes dans leur quartier. Et aussi, les financements publics ne sont pas octroyés dans ce cadre-là, mais ils sont vraiment investis et bénéficient à la collectivité. Comment rendre le PAC CLT opérationnel? Donc, il y a deux axes. Entre aujourd'hui et 2026, c'est tester le projet avec des cas pilotes diversifiés, donc avec des propriétaires qui veulent bien du coup expérimenter ce projet avec nous et devenir un peu des pionniers de ce modèle de financement. Et ensuite, à partir de 2026, on pourrait dire c'est vraiment avoir une reconnaissance du projet par la région et un octroi de fonds pour massifier le projet. La reconnaissance du projet par la région, c'est comme je vous l'ai déjà dit, que ça devienne un outil de financement social de la région pour la stratégie Rénolution. Et l'octroi de fonds, eh bien, ce serait évidemment pouvoir bénéficier du Fonds social climat au niveau européen ou éventuellement d'autres fonds qui pourraient alimenter soit la création d'un fonds social réno, soit sous forme de subsides qui pourraient alimenter le CLTB pour permettre d'octroyer ces financements. Donc, comme ce projet touche à la fois le logement social et la rénovation énergétique, eh bien, il pourrait y avoir aussi des subventions qui pourraient venir du côté de la politique du logement et aussi du côté de Rénolution. De sorte que voilà qu'à terme, aussi bien les enjeux environnementaux et sociaux soient levés.
Ici, c'est un petit organigramme opérationnel. Donc, on retrouve en haut ce que je vous ai expliqué, les pouvoirs subsidiants et partenaires structurels. Et en fait, il faut comprendre que le CLTB, comment ça fonctionne? Il serait l'opérateur de ce PAC. Nous avons d'un côté une ASBL, qui est en fait la structure opérationnelle, vraiment la structure de terrain, qui ferait l'accompagnement et toute la gestion administrative. C'est déjà le cas aujourd'hui. Et nous avons d'un autre côté une fondation d'utilité publique qui, elle, est la propriétaire des fonciers. Ces deux structures qui ont été sont séparées de sorte à garantir que les fonciers, quoi qu'il arrive, ils sont toujours protégés. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, comme je vous l'ai dit, la gouvernance du CLTB, elle est démocratique. C'est un tiers des pouvoirs publics, un tiers des habitants et un tiers de la société civile. Donc, quand je dis que le CLTB est propriétaire des fonciers, il faut comprendre que c'est un tiers des pouvoirs publics, un tiers des habitants et un tiers de la société civile. Donc, l'autre axe, c'est vraiment tester le projet avec des propriétaires occupants. Nous avons à ce jour deux propriétaires motivés à ce projet et deux sources de financement pour tester le projet, Renault Labaedi et le programme européen Interreg. Les deux projets sont à Saint-Gilles. Et donc, du coup, nous travaillons sur la convention de partenariat, le partenariat pour l'accompagnement intégré avec le CAFA. Nous sommes en train de modéliser un outil d'accompagnement pour pouvoir suivre le déroulement de tout ce projet avec ces deux propriétaires. Le premier propriétaire, c'est une rénovation énergétique d'un appartement dans une copropriété de 3 logements, donc, un cas assez typique, on va dire, à Bruxelles. Il se trouve en situation existante que le propriétaire actuel, son logement, il est dans un état de grande vétusté, on pourrait dire. Voilà. Il a acheté ça grâce à l'héritage de son papa il y a très longtemps. Et il n'a pas beaucoup de revenus, donc il ne peut pas faire les travaux pour suivre régulièrement l'entretien de son bien. Il y a un chauffage au mazout pour le rez et le premier. Il y a un seul radiateur dans son logement. Il n'a pas d'eau chaude sanitaire. Les châssis en bois sont complètement pourris. Il n'y a pas de ventilation et pas d'isolation. Donc, en fait, il était vraiment dans les conditions d'éligibilité pour ce projet. Et donc, évidemment, nous proposons à ce propriétaire d'intégrer ce système CLTB et donc de bénéficier du financement, de sorte à ce que nous puissions isoler la façade avant par l'intérieur, changer les châssis, mettre en place une ventilation C+, lui mettre un nouveau système complet de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. Et également de travailler sur les parties communes, isolation de la façade arrière, isolation des toits plats et donc le remplacement de la chaudière en mazout. L'idée, c'est que le jour où il revendra son logement, évidemment, ce n'est pas l'ensemble du foncier de la maison qui sera cédé en compensation au CLTB, mais bien la partie du foncier au prorata de son logement. Ça, c'est la phase, donc je vous ai déjà parlé des phases de développement. Nous sommes actuellement dans la phase d'études techniques de la conception des travaux. Et donc, évidemment, le point d'attention que nous avons aujourd'hui, c'est une opération de rénovation à coordonner avec la copropriété. Nous devons donc bien avoir l'accord de la copropriété pour faire les travaux. Donc ça, c'est un point d'attention que nous devons avoir pour la réussite de ce projet. Le deuxième projet, c'est beaucoup plus complexe. C'est la mise en conformité et la rénovation d'une maison qui comprend 2 logements, un bureau et qui appartient à une propriétaire occupant qui a acheté son logement il y a très longtemps et qui n'a plus aucun revenu et donc qui est une propriétaire occupante qui loue à domicile. Je vous avais aussi expliqué ce cas-là. Et donc, actuellement, son logement, à elle occupe le R+1, il est très vétuste. Il y a une infraction urbanistique, donc des châssis en PVC à l'avant. Il n'y a pas de ventilation, pas d'isolation. Par contre, la chaudière et les radiateurs semblent OK. Par contre, les façades sont délabrées et non isolées. Elle a reçu une taxe communale pour façades délabrées. Il y a des gros problèmes d'étanchéité de la toiture plate. Il n'y a pas d'isolation des toitures. Le logement est actuellement vide. Elle a commencé des rénovations. Elle n'a pas pu les finir parce qu'elle a eu un revers financier, comme le bureau. Elle a commencé les rénovations suite à que cet espace avait été saccagé par les anciens locataires. Et pareil, revers financier, elle n'a pas pu poursuivre les rénovations. Donc, elle est vraiment dans une situation assez compliquée, surtout que la maison est enregistrée comme maison unifamiliale et donc c'est une infraction urbanistique. Et donc, en fait, nous, ce qu'on propose, je vais juste peut-être passer au niveau du mécanisme, c'est que nous, ce qu'on propose, en fait, c'est que le CLTB avance les fonds pour les frais d'architecture liés au permis d'urbanisme
de sorte à ce qu'elle puisse régulariser la situation, l'affectation de son logement, donc qu'elle puisse être reconnue comme maison de rapport. À partir du moment où sa maison sera reconnue comme maison de rapport, on a proposé, elle est d'accord, qu'elle vende le logement en l'état. Le deuxième logement, c'est un duplex, qu'elle le vende en l'état. Et que les financements, en fait, de cette vente viennent compléter les financements de la rénovation énergétique qui lui seront octroyés par le PAC Réno Solidaire, de sorte à ce qu'elle puisse faire aussi bien les travaux d'habitabilité que les travaux de rénovation énergétique. Et donc, du coup, ça, c'est le mécanisme qu'on propose. Et donc, c'est pour montrer que notre outil, c'est un outil qui peut aussi s'adapter à différentes configurations pour lever des freins. Là, les points d'attention, on va devoir travailler avec un architecte. Donc, il va aussi devoir mettre en place ce partenariat avec un architecte. Et à terme, donc aussi création d'une copropriété et opération de rénovation coordonnée avec les futurs propriétaires. Voilà, c'est un work in progress. J'espère que je suis dans les temps. Nous avons terminé. Je vous remercie pour votre attention. Super, merci Virginie pour cette présentation intéressante, passionnante, en tout cas qui moi m'a appris beaucoup de choses et je pense aussi aux personnes qui nous écoutent. Ça nous a permis de découvrir le CLTB, ses propositions pour des rénovations énergétiques qui sont du coup accessibles à tous et aux plus précaires. Alors, on va passer à la question session-réponse qui va être assez rapide puisque pour le moment il n'y a qu'une seule question qui a déjà été un petit peu abordée qui était le fonctionnement avec les AIS. Je pense qu'il faudrait que vous réexpliquiez un petit peu quels peuvent être les partenariats avec les AIS, parce que la question c'est pourquoi ne pas fonctionner avec les AIS? Or, j'ai l'impression que vous le proposez dans le cadre d'une mise en location. Est-ce que vous pourriez éclaircir un petit peu ce point, s'il vous plaît? Oui, donc en effet, je ne pourrais pas l'éclaircir encore complètement parce que on est vraiment au stade de modélisation hein, de tous ces Mhm. outils juridiques. Comme je vous ai dit, l'étude juridique est en cours. Donc, je vais attendre aussi les propositions des juristes pour pouvoir aller plus loin. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on proposait, c'est que si la location, si un jour le propriétaire souhaite mettre son bien en location pour une durée de 3 ans ou plus de 3 ans, eh bien, si c'est possible, en tout cas, ce serait de mettre son bien en gestion par une agence, à une gestion en gestion à une agence immobilière sociale. Voilà. Et par contre, si c'est pour une durée de moins de 3 ans, je ne crois pas que les AIS peuvent faire ce genre de gestion. Alors, dans ce cas-là, on appliquerait des critères sociaux calés sur ceux des AIS, mais on ferait la gestion, le CTB ferait la gestion en interne. Mais exactement comment ça va se faire, ça, je ne peux pas vous le dire, je peux pas vous le dire encore. C'est encore un tout petit peu trop tôt. D'accord, merci pour cette réponse. Il y a deux autres questions qui sont arrivées. Il y a une question au niveau de l'héritage. Vous aviez rapidement parlé de ça. La question c'est est-ce que la descendance ne serait pas obligée de vendre? Elle pourrait donc garder le bien dans la famille, c'est ça? Oui, donc l'idée, c'est soit donc ils restent dans le système CLTB, donc ils peuvent occuper le bien, il peut rester dans la famille, et s'ils décident de le louer, les critères continueront, les critères sociaux s'appliquent, ça c'est voilà, et que le jour où ils décident de vendre, ils vendent au CLTB et ils ne peuvent pas changer l'affectation de leur logement. Donc soit ils restent dans ce système-là, soit s'ils ne veulent pas rester dans ce système-là, alors ils revendent le logement au CLTB. J'imagine avec la question était derrière, s'il y a plusieurs enfants, c'est toujours compliqué de savoir Oui, et ben comment. ça aussi, donc je vous ai dit, hein, comme Hmm. il y a beaucoup d'aléas et beaucoup de situations possibles, et donc c'est ça que l'étude juridique va analyser maintenant, c'est tous les cas de figure. Donc s'il y a un prochain webinaire, alors je pourrai aller beaucoup plus loin dans ces questions dès qu'on aura eu cette étude juridique qui abordera précisément tous ces cas-là. Super. Et une dernière question pour le moment, c'est comment est estimé le prix du foncier? Comment est-ce qu'on arrive à l'estimer pour que ça compense le prix des rénovations, en fait, que le CLTB s'y retrouve? Oui, alors, donc, on travaille déjà avec des experts immobiliers qui sont habitués à notre modèle. Donc, on va faire une expertise immobilière, en tout cas avec les propriétaires occupants pilotes, on va faire une expertise immobilière de leurs biens et on va, à travers cette expertise immobilière, évaluer la valeur foncière et la valeur des briques. Grosso modo, on dit souvent que la valeur foncière, mais évidemment, ça dépend probablement d'une commune à l'autre, enfin d'où se situe le logement, mais on estime grosso modo à 20-25%
la valeur du foncier par rapport à la valeur vénale À la globale. valeur du bien. Alors, une question rapide qui était si le fonds du logement a le droit a déjà le droit à un droit de préemption, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a l'un qui passe au-dessus de On est l'autre? deuxième, on est Vous êtes deuxième. deuxième après le fonds du logement. Voilà. Parfait. Comment faire si le bien fait partie d'un site classé et donc qui doit correspondre tout à une série de critères et donc, par exemple, j'imagine un grand immeuble dans une très grande copropriété classée, comment ça fonctionne pour un petit propriétaire dans cette On n'a immensité pas de eu, on aimerait bien avoir un copropriété? cas pilote comme celui-ci, comme ça nous permettrait d'évaluer. Mais évidemment, donc, comme vous vous souvenez de cette balance hein, entre le coût des travaux et la valeur foncière, évidemment, si on se retrouve dans une situation où le coût des travaux est très élevé, par exemple, ça pourrait être qu'il y a énormément de travaux de sécurité, de stabilité à réaliser. Le financement énergétique ne pourra pas couvrir ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une petite étude d'éligibilité qui va concerner certains critères mais qui va aussi vérifier si les travaux sont faisables, s'il y a pas, il risque pas d'avoir un surcoût de la rénovation. Soit on trouve un montage comme on a trouvé pour le deuxième propriétaire pilote, on trouve un montage financier et on y arrive. Soit on ne trouve pas de montage financier et malheureusement, on ne pourra pas leur aider cette personne si le coût des rénovations sont trop élevés. Et dans le cas d'un bâtiment classé, parfois, il y a un coût, ça majore le coût des Le travaux. coût des travaux. Donc là, c'est une étude quasi au cas par cas. Il faut voir ce qui est possible de faire, si on arrive à faire cette balance ou pas entre le coût des travaux et la valeur foncière. Parfait. Une question un peu plus technique. Si c'est le CLTB qui préfinance les travaux de rénovation, alors est-ce qu'il y a des questions de marché public ou de choses comme ça pour trouver l'entrepreneur ou l'architecte? Apparemment pas. Apparemment Apparemment pas. pas. Non, apparemment pas. Donc actuellement, non, on n'est pas confronté à ça. Parce que, Euh, non. ok. Ah bah là, vous avez quelqu'un qui semble très intéressé, qui aurait une maison sociale à rénover. Il voudrait savoir comment contacter le CLTB pour soumettre son projet. Sur l'écran, il y a les contacts. Directement Oui, c'est virginiechoef@cltb.be. moi, tout à fait. Eh ben, Voilà. écoutez, Mais Monsieur actuellement, Saint-Lé, nous n'avons plus de... Les deux financements majeurs que nous avions ont été octroyés. Nous avons demandé, nous espérons avoir des financements complémentaires parce que, évidemment, nous voudrions avoir plusieurs cas pilotes pour tester différentes configurations. Et là, voilà. Donc, nous avons demandé des moyens complémentaires pour tester d'autres cas pilotes. Mais pour le moment, nous n'avons plus d'argent à octroyer pour la phase test. Si le projet est reconnu par la région et qu'il y a un octroi de fonds pour massifier le projet, alors là, nous sommes là. en tout cas, voilà, ça n'empêche pas que la personne peut déjà vous contacter Tout pour à prendre, fait, bien pour, sûr. pour créer des Oui, liens. oui, nous avons déjà des propriétaires candidats sur des listes, sur liste d'attente. Hein. On en a d'autres, donc ils Super, peuvent se mettre avec. Tout à fait. parfait. Une question, lorsque le foncier garantit pas la rénovation, vous l'aviez déjà abordé, mais je pense que ce n'était pas suffisamment clair. Si le coût du foncier, en fait, est trop faible et que on revient un peu avec la question du travaux de rénovation dans un bâtiment classé, c'est un projet Si qui n'est c'est pas viable. vraiment trop faible, donc on peut accepter que le coût des rénovations soit plus élevé, mais jusqu'à un certain seuil. Après un certain seuil, alors ça ne devient plus possible. C'est plus gérable, même financièrement. Donc nous, c'est vraiment l'argent est affecté à la rénovation énergétique. Comme je vous ai dit, si à un moment donné, il y a beaucoup d'autres travaux qui se rajoutent, qui sont d'un autre ordre de l'habitabilité ou de la mise en conformité, de la sécurité, de la salubrité, alors il faut trouver d'autres moyens financiers pour compléter nous pourrons assumer une petite part, mais nous ne pourrons pas assumer si c'est plus de 50%, on ne pourra pas assumer ça. Donc, c'est vrai que là, il faudra trouver des financements complémentaires. Alors là, j'ai une question qui était un peu plus technique, qui était sur plutôt les travaux de rénovation dans le cadre d'un logement, semblerait-il, un appartement. La question était, en cas d'isolation de façade extérieure pour un appartement, isolez-vous toute la façade ou seulement la partie de la façade de l'appartement? Ça, c'est vraiment à convenir avec la copropriété. Je pense que déjà, tout dépendra de la configuration de la façade. Si c'est une façade continue, sans volume externe, alors il y a du sens que ça soit fait d'un seul tenant. Par contre, si le volume est plus découpé à l'arrière et qu'il y a moyen de phaser, alors c'est à voir avec la copropriété et ses moyens s'ils ont envie de phaser dans le temps, auquel cas on ne pourrait ne faire qu'une partie. Donc voilà, je pense que c'est aussi une question de bon sens et d'analyse sur le terrain
de ce qui est faisable. Mais en général, il est préférable d'isoler l'enveloppe d'un seul tenant. Enfin, c'est beaucoup plus judicieux de le faire comme ça, de toute façon. Ah, ça, c'est sûr. D'un point de vue technique, en tout cas, HomeGrade Oui, et puis même conseillera l'installation de ça et chantier, voilà, le oui, réseau tout à Habitat fait. aussi. Ça Oui, n'a pas beaucoup de sens de faire une façade par non, l'extérieur de juste un appartement. non. Alors là, c'est une question, mais je pense que ça serait bien que la personne vous envoie un message concernant la convention passée avec le réseau Habitat, s'il y en a un, pour le projet à Saint-Gilles. Voilà, Euh, directement, c'est très bien. oui, mieux vaut que vous envoyiez un mail directement à Virginie, elle pourrait vous envoyer éventuellement la convention. Alors, s'il y a une pollution de sol, j'imagine que ça impacte le coût du foncier. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette... C'est une très bonne question. Non, merci. Ben voilà, merci monsieur Broadbeck pour cette question. Euh, alors, l'accès à la lumière et au soleil, que ce soit pour l'agriculture urbaine, la production d'énergie ou la biodiversité, est aussi une forme de commun. Pourrait-on ou avez-vous envisagé de faire le même avec les toitures, devenir propriétaire de la toiture, l'isoler, bénéficier de la propriété de la toiture pour l'exploiter pour le bien commun? Donc en fait, ça serait une évolution du CLTB Ah, c'est pas mal. Oui, sur le côté solaire. oui, pourquoi pas. Il y a une réflexion intéressante Oui, derrière. oui, Monsieur oui. Degrave, je pense que vous pouvez aussi voir avec Énergie Commune, qui aussi avait des Merci. réflexions à ce Oui, niveau-là. Mais c'est vrai que le CLTB pourrait créer un partenariat sur cette thématique-là, être propriétaire du toit, l'isoler et placer des panneaux et récupérer une partie de l'argent, mais du coup, ça serait un financement via les certificats verts et éventuellement la revente aux participants de la CLTB du surplus de production solaire. En tout cas, c'est intéressant comme idée. Ça amène plein de solutions. Alors, une dernière question sur le rééquilibrage du coût. En fait, si on fait l'enveloppe, si on paye les travaux pour l'enveloppe de toute la copropriété et que le foncier est au prorata du propriétaire, il y a un déséquilibrage. Alors là, je pense que je peux répondre en indiquant qu'en fait, le financement sera que pour les millièmes de l'appartement et donc c'est à la copropriété de payer le reste des travaux. Ça serait bien ça. Super. Donc effectivement, c'est pas le CLTB qui va payer les travaux de la copropriété. Le CLTB financera les parties du propriétaire qui, lui, n'a peut-être pas les moyens financiers pour investir dans ces travaux. C'est d'ailleurs une solution qui pourrait être envisagée dans les copropriétés où il y a l'un ou l'autre des copropriétaires qui est vraiment des difficultés financières. Il pourrait peut-être envisager cette solution pour ne pas freiner la rénovation des parties communes et donc de l'isolation des toitures ou des façades arrière. tout à fait. Euh, alors, bah, du coup, Monsieur Broadbeck relance sur cette question du solaire. Ah non, c'est quelqu'un d'autre, mais ça reste dans la même idée. Est-ce que vous pourriez travailler avec des tiers investisseurs pour de la cogénération, des Oui, panneaux photovoltaïques, de oui, la tout à géothermie? fait. Oui, oui. Donc ça, vous avez déjà une réflexion à ce niveau-là, Oui, dans les stratégies de rénovation pour descendre les coûts, notamment, oui. le tiers investisseur à sa place. Oui. Super. Et bah, écoutez, je crois que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Il n'y a pas de nouvelles questions. Merci beaucoup, Virginie, Merci à pour vous. cette présentation. Oui. Bedankt Joris voor de vertaling. Merci Florence pour le support technique dans l'ombre à tous les deux. Merci à vous tous d'avoir assisté à la présentation du CLTB. Une excellente après-midi à toutes et à tous et à très bientôt.